Bienvenue sur ordimer.com. Internet fut construit en pleine guerre froide. Mais comment et en combien de temps la toile d'araignée est-elle devenue le réseau que l'on connaît ? Cette année-là, le ministère américain de la Défense lance le programme ARPA, un réseau capable de supporter les conséquences d'un conflit nucléaire. Peu après, les universités américaines s'équipent en gros ordinateurs et se raccordent au réseau de l'armée. Le réseau ARPANET est né. Suivent alors les premières connexions internationales à ARPANET à partir de la Norvège et de Londres. C'est la naissance des réseaux Usenet, Bitnet. Avec le protocole TCP/IP, tous les réseaux sont interconnectés. Internet, réseau des réseaux, est né, tandis que la même année, les militaires s'en détachent. La National Science Foundation, NSF, déploie de superordinateurs pour augmenter le débit d'Internet. Des fournisseurs privés, les routeurs, poursuivent l'expansion d'Internet. Par leur intermédiaire, les entreprises commencent à se raccorder. Puis les fournisseurs, qui ouvrent Internet au grand public. C'est ainsi qu'aujourd'hui, via le World Wide Web, des millions de particuliers rejoignent la communauté du net. Munis d'un ordinateur et d'un modem, des millions d'internautes accèdent tous les jours au réseau des réseaux. Mais qui se cache derrière cette toile d'araignée ? L'internaute accède au réseau par l'entremise d'un ordinateur, d'un modem et d'un logiciel de communication. Le réseau téléphonique relie l'internaute jusqu'au point d'accès ménagé par son fournisseur Internet. Le fournisseur d'accès loue des accès Internet aux particuliers, moyennant un abonnement mensuel. Le routeur gère des zones d'Internet à l'échelle nationale ou internationale et vend ses services aux fournisseurs. Institutionnels ou privés, des réseaux à très grande vitesse acheminent les données d'un continent ou d'un pays à l'autre. Les supports du réseau sont les serveurs dispersés aux quatre coins du monde. Ils offrent aux internautes l'accès à toutes sortes d'informations. Les logiciels de courrier électronique modernes offrent des fonctions qui facilitent toujours plus la vie des internautes, comme la relève automatique du courrier ou le tri des messages selon leur contenu. Chaque ordinateur relié à Internet est identifiable par une suite abstraite de 4 nombres, l'adresse IP. Mais pour les internautes, la seule adresse qui compte se nomme URL. Grâce au protocole IP, tout ordinateur relié à Internet possède ses propres coordonnées. C'est l'adresse IP, une suite abstraite de 4 nombres. Lorsqu'un internaute se connecte à Internet, son fournisseur lui attribue une adresse IP temporaire qu'il gardera le temps de la connexion. L'adresse IP étant trop abstraite, les techniciens du net ont inventé les noms de domaine afin de donner au serveur un nom plus facile à retenir. Pour les internautes, c'est l'adresse URL qui compte avant tout. Elle repose sur le nom de domaine et permet aussi bien d'accéder aux ordinateurs qu'aux informations qu'ils hébergent. L'adresse URL d'un serveur Internet comporte plusieurs sections. Le type du serveur, web, FTP, le nom du serveur, nom de domaine, l'emplacement et le nom des fichiers qu'il contient, facultatif. Cependant, lorsqu'un internaute frappe l'adresse URL d'un serveur, cette dernière doit d'abord être convertie en adresse IP.
Ainsi, lorsqu'il réceptionne une adresse URL, le fournisseur la renvoie immédiatement vers un serveur spécialisé appelé serveur de nom. Un serveur de nom abrite une base de données qui répertorie tous les serveurs Internet existants dans le monde. En quelques millisecondes, le serveur de nom retrouve l'adresse IP équivalente à l'URL demandée, puis la retourne au fournisseur. Connaissant son adresse IP, le fournisseur peut maintenant établir la connexion avec le serveur demandé. Depuis que le système d'adresse IP puis d'adresse URL ont été instaurés, le réseau Internet connaît une croissance exponentielle. Le trafic sur Internet dépend du nombre de voies, de la fluidité des échangeurs et de la densité de circulation. Qu'on se le dise, les autoroutes de l'information s'engorgent vite. Internet est né de la réunion de réseaux publics. Universitaires et centres de recherche sont les premiers à en profiter. Dans un second temps, de grands réseaux privés s'y sont greffés. Cela pour répondre à l'afflux des professionnels, puis du grand public. Les lignes terrestres acheminent aussi bien de l'Internet que du téléphone. Forte d'un meilleur débit, la fibre optique s'y développe rapidement. Sous les mers et les océans, des lignes sous-marines ont été déroulées, mais nombre d'entre elles sont anciennes. Pour soulager les lignes sous-marines, Internet emprunte des liaisons satellites qu'il partage avec le téléphone et la télévision. Enfin, on trouve à l'échelle locale des réseaux à très haut débit. Utilisés par les professionnels et les fournisseurs d'accès, leur nombre croît rapidement. Toutes les liaisons n'ont pas le même débit. Internet possède ses autoroutes, ses nationales et ses départementales. Le débit des lignes s'exprime en mégabits par seconde. Il oscille entre 0,1 et 150 mégabits par seconde pour certains axes interurbains. Au carrefour des axes se trouvent les routeurs. Point de passage obligé des connexions, ces échangeurs ralentissent la fluidité générale. La densité des internautes varie selon les pays et les villes. Anglo-saxons et européens constituent le gros des troupes. En superposant ces données sur une carte, on comprend que les lignes abonnées aux embouteillages sont toujours les mêmes. Anarchique, le développement d'Internet n'est le fruit d'aucune concertation. C'est pourquoi de vastes zones du réseau sont reliées entre elles par des connexions sous-dimensionnées. Pour traverser les méandres d'Internet, les informations peuvent emprunter une multitude de serveurs différents. Mais grâce au système d'adresse IP, elles finissent toujours par arriver à bon port. Julien réside dans le sud de la France et veut consulter la page perso de son cousin Olivier, étudiant à Chicago. Julien se connecte par modem au point d'accès le plus proche de chez lui. Pour le temps de la connexion, il se voit attribuer un numéro qu'il identifie clairement sur le réseau. Le fournisseur de Julien dispose dans les grandes villes de points d'accès reliés à son serveur principal. L'ensemble forme un backbone ou épine dorsale. Julien a tapé l'adresse URL de la page de son cousin. Cette adresse sera convertie en adresse IP par un ordinateur spécifique appelé serveur de nom. Car sur Internet, il n'y a que l'adresse IP qui compte. Ainsi, le premier nombre de l'adresse IP désigne une zone géographique. Chaque routeur a en mémoire l'architecture du réseau. Grâce à l'adresse IP de destination, la connexion de Julien est aiguillée tout au long de son trajet. La fin de l'adresse URL permet de retrouver la page d'Olivier sur l'ordinateur de son fournisseur d'accès.
Contrairement à certaines entreprises, les internautes particuliers ne peuvent en général disposer d'une adresse IP fixe. Le nombre maximum d'adresses IP possibles est en effet largement inférieur au nombre total d'internautes dans le monde. Internet a été conçu pour s'adapter aux situations les plus critiques. Découpées en paquets, les informations qui l'empruntent doivent coûte que coûte arriver à bon port, quitte à emprunter des chemins détournés. Julien va recevoir la page perso de son cousin. Mais avant cela, les fichiers qui la constituent vont être découpés en petits paquets. Pour pouvoir être identifiés sur le réseau, les paquets sont numérotés avant leur expédition, ce qui va permettre de reconstituer la page. Et pour que les routeurs puissent les aiguiller, chaque paquet reçoit les adresses IP de l'expéditeur et du destinataire. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il renvoie un message de confirmation au routeur précédent et ainsi de suite. Hélas, la ligne transocéanique est saturée et les paquets sont temporairement bloqués sur ce routeur avant de pouvoir continuer leur chemin. Informé de cet encombrement, le serveur de Chicago expédie les paquets suivants par un autre chemin. Si les paquets lui parviennent dans le désordre, l'ordinateur de Julien les mémorise en attendant l'arrivée des paquets manquants. De temps en temps, des paquets se perdent. Comme l'accusé de réception est incomplet, le routeur d'expédition renvoie le paquet manquant. Il n'y a pas de ligne rapide ou lente, car les informations circulent toujours à la vitesse de la lumière. En fait, bloqués dans la file d'attente des routeurs, les paquets sont obligés d'attendre leur tour.